Martineau. Le parrain de l'actualité. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Alors, Trump, qui s'y connaît beaucoup en architecture, on le sait, va raser totalement le quartier général du FBI parce qu'il n'aime pas le style. C'était construit dans un style brutaliste. Hein, c'est drôle, la brute qui n'aime pas le brutalisme, c'est quand même, ça s'invente pas. Alors là, il veut que ça soit un monument néoclassique, etc. Écoute, c'est hallucinant quand même. Là. Il s'occupe même de l'architecture des institutions américaines, Luc. Ça te rappelle quoi, toi? Ça évoque quoi pour toi dans ta culture générale ou dans ta connaissance des régimes politiques? Écoute, à Rome, il y a un quartier à Rome qui a été construit par Mussolini. En Roumanie, Ceausescu a fait construire le plus gros bâtiment en termes de volume au monde. Hitler, qui voulait refaire Berlin, veut dire, tous les dictateurs veulent imprimer leur marque sur l'architecture de leur pays. Et regarde, on peut mettre en parallèle architecture et culture. Il y a eu une grosse réaction, puis même des réactions qu'on a dénoncées aux États-Unis quand J.D. Vance s'est présenté au Kennedy Center. Hein, rappelle-toi, Donald Trump est maintenant le président du Kennedy Center. Il y a eu de grandes réactions chez les artistes, de grandes réactions dans la foule quand J.D. Vance s'est présenté. Les partisans républicains et les partisans de J.D. Vance se disent « Oh, on est allé trop loin, on ne devrait pas faire ça. » Il était avec son épouse. En même temps, est-ce qu'on peut réagir à ce qui se passe actuellement, qui est absolument hors de l'ordinaire? Donc, on essaie de récupérer le Kennedy Center, mais pour vendre les valeurs, j'ose même pas appeler ça du régime, mais de l'administration Trump. Et ce que tu viens de dire est un projet qu'on a bel et bien en tête, c'est documenté. Pour être passé souvent, d'ailleurs, à Washington, c'est pas qu'il est beau, le bâtiment du FBI, là, je stationnais tout près de là avec les étudiants quand on y allait, quand on y allait. Il y a une cafétéria pour les fonctionnaires en face. On pouvait manger là, beau, bon, pas cher. Mais non, le bâtiment est pas beau en soi, mais qu'un président lui-même intervienne pour dire d'abord une attaque contre le FBI et le quartier général, le bâtiment principal du FBI, et qu'on dise ensuite on va raser ça, puis on va remplacer ça par quelque chose qui est à mon goût, les goûts, ça se discute. Personnellement, son penthouse à la Trump Tower, pas sûr que je veux ça à la maison. Sinon, ben écoute, ma conjointe met la clé dans la porte et je décorerai ça ailleurs qu'à la maison. Mais on pourrait toujours discuter, je le fais un peu à la blague, en caricature, mais ce que ça rappelle, cette espèce de mainmise ou cette influence qu'on met sur la culture, c'est les valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Qu'on le fasse à la Maison-Blanche, c'est une chose. Chaque président décore la Maison-Blanche à son goût avec des présidents ou des scènes qui l'ont inspiré, des symboles de l'histoire américaine. M. Trump l'a fait. Il a placé McKinley, il a placé James K. Polk récemment. Il a même fait un échange avec le Congrès pour obtenir le tableau qu'il voulait avoir. C'est lui que je veux à la Maison-Blanche. Obama avait les gants de boxe de Mohamed Ali. Il y avait une toile de Rockwell pour présenter la question raciale. Donc, ça, à la limite, on comprend. On donne l'orientation, les priorités, mais qu'on sorte du cadre de la Maison-Blanche ensuite pour carrément devenir le président d'une institution qui fait la culture, qui fait la promotion de la culture américaine, ou qu'on aille jusqu'à dire, moi, le FBI, le bâtiment, c'est comme ça que je vois ça. Comme, habituellement, le président ne va pas là. Ben, pas dans des pays démocratiques. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, Luc, l'air comme ça, avec ses vestons puis ses cravates, l'air d'un gars très honorable, le gendre idéal peut-être, mais c'est un sacré rebelle. Il a été expulsé de la bibliothèque JFK à Boston parce que... Ah, Luc, raconte-nous ça. Tu as été expulsé par des gardes de sécurité de la bibliothèque JFK. Écoute, et c'est qu'il y a un lien avec l'actualité là-dedans. C'est quand on va là à la bibliothèque JFK, d'abord, c'est on veut aller dans un centre d'archives. C'est d'abord à ça que ça sert. Puis ensuite, ben, il y a des expositions relatant l'histoire de JFK, son parcours politique. Je prépare tout ça. Mes étudiants sont entrés, ils sont dans les expositions. Moi, j'avais contacté le service des communications de la bibliothèque John F. Kennedy en disant, est-ce que c'est d'accord? Est-ce que c'est OK si je fais une entrevue à la télévision au Québec et que je parle de politique américaine? Et si oui, où est-ce que je peux m'installer?
Directeur des communications, un type charmant me répond, Monsieur de Liberté, il n'y a pas de problème. Si vous vous installez à tel endroit, il y avait un saut présidentiel. On l'a vu pendant l'émission de Mario Dumont. Donc, on dit, un saut présidentiel, je m'installe là, ça fait un beau fond. Et au moment où je suis sur le point de démarrer l'entrevue, je suis déjà branché, il y a le ministre Champagne avant moi, et ensuite, j'attends qu'on fasse la transition du ministre à moi pour parler de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Retour rapide sur l'historique et la légitimité de la frontière parce que Donald Trump avait décidé que ce n'était pas valide. Et là, il y a un directeur adjoint du musée et un agent de sécurité qui viennent pour me sortir. On m'avertit à plusieurs fois de m'en aller. La réalisatrice entend ça dans l'émission de Mario ainsi que le technicien. Le technicien dit, écoute, quand tu vas avoir commencé l'entrevue, ils vont te laisser aller. Et j'ai beau dire au type, parce qu'on est à quelques secondes du moment où j'interviens en ondes, j'ai beau dire au type, j'ai toutes les autorisations, je peux vous montrer le courriel, appeler le directeur des communications. Lui, il est sur le point de me mettre la main sur l'épaule et là, l'entrevue démarre. Alors, je fais une entrevue et pour faire exprès, habituellement, avec Mario, j'ai 5 ou 6 minutes. Là, on a dû faire un bon 10-12 minutes et je sentais le calvaire du directeur adjoint à côté. Et dès que l'entrevue est terminée, je leur ai dit, écoutez, je suis pas un fouteur de trouble, je suis pas un fouteur de merde. Il a dit en plus, et là, c'est le bout le plus important, je pense, il dit, je vous ai entendu parler de Trump. Il ne parle pas français, mais là, il est super inquiet que je parle de Donald Trump. Et je lui ai dit, écoutez, je suis prof d'histoire, on me demande de commenter l'évolution de la frontière, est-ce que c'est légitime? J'ai dit, il n'y a rien là-dedans qui vous place dans l'embarras, c'est pas un commentaire politique, c'est pas une critique. Je suis prof d'histoire. Et là, l'agent de sécurité me met quand même, m'escorte, un type hyper sympathique, partisan des Red Sox. On se met à jaser de baseball. On arrive dans le stationnement et là, le directeur des communications m'appelle et il s'excuse. Et il m'explique pourquoi, finalement, j'ai été sorti. Et là, on rejoint le contexte politique actuel. C'est une anecdote dans ma vie, c'est une anecdote pour moi. Mais il dit, Monsieur la Liberté, le type qui vient de vous mettre dehors, il est à bout ces jours-ci parce qu'on a subi. Et ça, on rejoint le fameux programme Dodge, Elon Musk et le président Trump. Il dit, écoutez, on est à court d'effectifs et on a sabré brutalement dans nos budgets. Et là, le monsieur a pensé que vous interveniez pour faire une émission dans laquelle vous parliez de Trump, mais il avait peur que cette émission-là déborde et que le musée, la JFK Library, soit associé à ça. Donc, il dit, moi, j'ai fait une erreur en ne l'avertissant pas de votre arrivée et même, j'aurais dû être là pour vous accompagner, vous féliciter. Mais en gros, ce qu'il m'a dit, c'est, s'il a eu cette réaction aussi brutale, c'est moins moi, finalement, le problème que la pression qu'on met sur le système. Et le gars craint pour sa job, il craint pour le personnel de la Bibliothèque Kennedy, dont on essaie littéralement de sauver les emplois. Tout ça, c'est bien terminé. On m'a présenté des excuses. Mais t'imagines je leur ai dit à quel point c'était et la peur qu'ils ont, ces gens-là. Ouais. Tu sais, un gardien de sécurité d'une bibliothèque publique à Boston qui a peur de ce que la Maison-Blanche va penser là, pour te montrer à quel point il emmène large, Trump. Tout à fait. Et ça, c'est tout sauf normal. On comprend que quand on regarde le gouvernement fédéral et qu'on vit des subsides fédéraux, dans les changements d'administration, il y a toujours une part d'inquiétude. Mais là, littéralement, c'était de la peur. Ce que j'ai vu dans les yeux de ces gens-là et le comportement qu'on a eu à mon endroit, et c'est absolument pas grave. Je comprenais la situation. Pour moi, c'est juste un épisode. C'est faire une entrevue sous pression, c'est quand tu as deux gars choqués qui te disent « on va te sortir », garder le sourire et faire ton entrevue, ça, j'ai trouvé ça sympathique comme défi. Mais sinon, j'ai surtout pensé, comme historien, je peux pas faire autrement que d'être sensible à la mission de ces gens-là. Ils sont les porteurs des archives de l'administration Kennedy. Ils font connaître ça. Bien sûr, il y a le volet touristique, là. On veut accueillir des touristes avec ça. Mais c'est un véritable centre d'archives. Alors, c'est carrément à mon échelle, c'est anecdotique, mais j'ai pu constater à quel point il y a une pression qu'on exerce sur le système et ça place les responsables dans des situations drôlement difficiles au point finalement où on a peur parce qu'on pourrait être associé à ce qu'on pense être une critique du régime. Si on parle de liberté d'expression, moi j'aimerais bien qu'on discute de la définition puis des limites de la liberté d'expression. C'est fou. Autre dossier, sage-femme poursuivie au Texas pour avortements illégaux. Ah, on est à quelle année cette année, Stéphanie? 2025? Sage-femme poursuivie au Texas pour avortements illégaux en 2025. Non, on n'est pas en 1972, en 1960 ou après la Deuxième Guerre mondiale. On est en 2025 et ce qui rend ça
intéressant et pertinent dans l'actualité, cette cause-là. C'est plus qu'une anecdote. C'est la première fois au Texas qu'on va poursuivre quelqu'un, c'est une sage-femme, elle est donc dans le système de santé, comme nos sages-femmes à nous le sont ici. Donc, c'est la première fois pour quelqu'un qui est dans le système de santé qu'on va exercer des poursuites contre elle. Et ce qu'on doit surveiller, je tenais à ce qu'on le mentionne, parce que la question de l'avortement, on l'a mis un peu de côté, hein, ça devait être un gros enjeu de l'élection présidentielle. Il y avait une colère dans plusieurs États, même des États républicains, contre l'administration Trump et bien sûr la décision de la Cour suprême. Il y a d'autres enjeux qui l'ont emporté, mais ça demeure une question fondamentale pour bien des gens au quotidien. Alors, on verra ce que ça va donner au Texas, mais rappelons même qu'au Texas, on encourage la délation. C'est-à-dire que si vous avez vu quelqu'un aider une femme à obtenir un avortement, vous pouvez être poursuivi. Donc, ça peut aller jusqu'au civil, mais ça implique bien sûr ceux qui offrent des services de santé aux Américains. Alors, on va apprendre les détails de cette cause-là et je suis très curieux au plan théorique, bien sûr. Au plan personnel, c'est le genre de choses que j'aimerais pas avoir à commenter. Je suis honnête et transparent. Mais au plan théorique, au plan légal, j'ai hâte de voir quelle importance on va accorder à cette cause-là et quel va être l'argumentaire qui va l'emporter à la fin. Je m'excuse, mais ce qui se passe là, sur des fronts de la frontière, c'est inquiétant. Richard, on aura l'occasion d'en reparler. La Cour suprême a été obligée de remettre Donald Trump à l'ordre aujourd'hui parce qu'il exigeait qu'on destitue le juge qui s'est prononcé contre son projet de déportation des Vénézuéliens. Et la réponse du responsable de la frontière, Tom Hogan, en très mauvais français, c'est pour la Cour suprême un gros fuck you. On a mis notre politique en place et on va de l'avant. Donc, non seulement on défie les tribunaux, appelons-les les tribunaux inférieurs ou de première instance, on en est littéralement à se foutre, du moins pour Hogan. Trump s'est pas exprimé encore là-dessus, mais du moins pour Hogan, c'est bien, écoutez, la Cour suprême a dit ça, on va quand même aller de l'avant, nous, avec le projet. On est dans une zone qui est dangereuse. Peu importe qui vous encouragez au plan politique, cette situation-là n'est pas normale. Et quand on ouvre la porte au non-respect de la Constitution, ben écoute, on sait où ça peut mener ensuite. C'est le début de quelque chose ou la poursuite de quelque chose, mais on devrait s'inquiéter de ça. Ben oui, tout à fait. Merci, Luc, de nous en parler tous les jours. On se reparle demain. Bonne soirée. Salut. Bye, salut.